Voilà, ça commence l'enregistrement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure son. Alors, je ne me rappelle pas exactement si j'avais terminé les derniers slides sur le transitoire. La dernière fois, on s'était arrêté sur l'étude d'un circuit RLC qu'on avait mis en équation. Et on avait établi l'équation différentielle relative à la tension au bord du condensateur. Et donc, moyennant la traduction de l'équation de la maille de ce circuit, avec les relations courant-tension des deux composants, inductance et condensateur, on s'était ramené à une équation différentielle du deuxième ordre avec un second membre constant. Et moyennant aussi des conditions initiales sur le courant dans la bobine et la tension au bord du condensateur à l'instant t égale 0, en fait on avait deux conditions initiales qu'on pouvait appliquer sur cette tension VC inconnue. Et donc la résolution de cette équation, une fois mise sous forme canonique, de manière générale, on a une solution homogène plus une solution particulière. Donc on avait vu que la solution homogène, donc ça c'était le formulaire qui est sur Moodle qui vous le dit, suivant la valeur du coefficient d'amortissement, cette solution prend une forme différente. Alors là, dans le slide, là, vous avez une forme générale qui s'applique dans tous les cas, sauf que le R1 et le R2 peuvent être soit des nombres réels, soit des nombres complexes conjugués, et si ce sont des nombres complexes conjugués, en fait, les exponentielles avec des complexes dedans, ça fait apparaître une sinusoïde, donc amortie, et c'est ce qui fait qu'on peut décliner cette forme générale en trois cas particuliers, avec en fait le Z qui correspond à un discriminant d'une équation, un trinôme du second degré, avec racine double réelle, deux racines simples réelles ou deux racines complexes conjuguées. Bon, ça c'est un détail mathématique. Toujours est-il que cette solution homogène, il faut lui ajouter une solution particulière. On avait vu qu'avec un second membre constant, la solution particulière, en fait, on recherche systématiquement une constante. C'est vrai pour les équations du premier ordre, c'est vrai aussi pour les équations du deuxième ordre, comme celle-là. Donc, quoi qu'il arrive, la solution particulière est toujours facile à calculer. Donc là où ça se complique pour une équation du second ordre, c'était qu'on avait en fait deux coefficients à déterminer en fonction des conditions initiales, des deux conditions initiales qu'on se fixe pour résoudre une équation du second ordre. Et donc ça fait un système de deux équations à deux inconnus, et à la fin, on trouve des expressions un petit peu lourdes. Donc là, bon, ça reste relativement simple tant qu'on reste avec des exponentielles. Donc ça, normalement, tout ça, on l'avait vu. Je l'avais noté au tableau dans le cas d'une exponentielle complexe avec une sinusoïde amortie. Et ça, je vous l'avais peut-être pas présenté. Donc c'est le type de réponse que l'on va avoir suivant la valeur de Z. Donc quand on a un Z plus grand que 1, donc la solution c'est clairement deux exponentielles avec des R1 et R2 réels, donc en fait deux constantes de temps. C'est comme si on avait une réponse qui était la somme de deux réponses du premier ordre, et donc ça donne cette forme particulière. Donc là, la particularité du deuxième ordre, qui est différente d'un premier ordre, c'est la pente à l'origine. Dans le cas d'une réponse du premier ordre, vous avez une exponentielle croissante avec une pente à l'origine qui vous permet d'identifier le taux de l'équation différentielle. Dans une équation du deuxième ordre, on a typiquement une pente à l'origine qui est nulle. C'est lié à la condition initiale en dv sur dt égale à 0 à cet instant précis. Et ça, c'est toujours vrai qu'on ait un z égal à 2, égal à 1 ou plus petit que 1. La seule chose qui change quand z devient plus petit que 1, c'est qu'on a des dépassements. Donc le cas z égale 0,7, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans les livres. C'est
un système qui est encore apériodique. On a un dépassement, alors vous voyez pour z égale 0,7, on dépasse la valeur finale, et ensuite on tend vers la valeur finale, mais ça n'oscille pas. En fait, c'est une sinusoïde amortie, mais qui est tellement amortie que on ne voit pas de période s'établir. Il faut être à z plus petit que 0,7, et en fait 0,7 c'est 0,70107, hein, mathématiquement on peut montrer ce résultat, c'est pour un z égal à 1 sur racine de 2. Et dès qu'on est inférieur à cette valeur-là, là on voit des périodes s'établir de la sinusoïde. Et donc le cas extrême étant z égale à 0, où là on aurait une sinusoïde qui ne s'amortit pas. Donc là, c'est concrètement ce qu'on recherche quand on cherche à faire des oscillateurs. Un oscillateur d'un quartz, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc en fait, dans ce genre de système, il y a toujours des déperditions d'énergie. Hein. Le Z différent de 0, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui se perd. On fait des échanges d'énergie entre un condensateur et une bobine. C'est le système masse-ressort. Il y a toujours de l'énergie qui se perd, donc les oscillations sont de plus en plus petites et elles finissent par s'arrêter. Pour arriver à faire un oscillateur, il faut rapporter de l'énergie. Tout ce qui s'est perdu, il faut le refournir quelque part pour entretenir les oscillations. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le régime transitoire. On va maintenant passer au cas du régime permanent sinusoïdal qui, en fait, peut sembler artificiel. On verra là tout un du cours, en fait, qu'il y a du régime transitoire sinusoïdal. Mais donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en fait, ce qu'on a vu sur solution homogène plus solution particulière, de manière générale, les solutions des quadifs s'écrivent toujours solution homogène plus solution particulière. Or, vous pouvez regarder dans les tableaux du formulaire, la solution homogène est toujours de la forme quelque chose soit exponentielle, moins t sur tau, ou enfin d'une certaine manière, avec une exponentielle qui tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc en fait, la solution homogène tend vers 0. Il suffit d'attendre suffisamment longtemps, la solution homogène disparaît tout le temps. Qu'est-ce qui reste à la fin? La solution particulière. Or, on verra que la solution particulière, dans le cas où le second membre, c'est plus une constante, c'est une sinusoïde, la solution particulière est une sinusoïde. Donc en fait, le régime permanent sinusoïdal, c'est la solution particulière dans le cas où le second membre est sinusoïdal. Donc première chose, donc l'étudier, c'est important parce que ça donne une partie de la solution. Deuxième chose, le transitoire, il peut durer pas très longtemps, donc on arrive très rapidement au régime permanent sinusoïdal. Donc deuxième bonne raison de l'étudier, c'est quasiment que ça qui nous intéresse la plupart du temps. Et troisième bonne raison, c'est que le régime sinusoïdal, c'est quelque chose de très fréquemment utilisé en pratique. Donc je vous en ai déjà parlé normalement, mais le réseau électrique, hein, les prises secteurs, c'est des tensions sinusoïdales. Et donc en domestique, dans le domaine industriel aussi, on a des sources de tensions sinusoïdales et on alimente beaucoup de charges en sinusoïdal. Donc tous ces outils-là, il est raisonnable de les étudier dans le cas concret du régime permanent sinusoïdal. Surtout que ça a le mérite d'être simple, parce qu'on retombe sur des choses vues pour le régime continu. Il y a quand même un inconvénient, c'est que pour pouvoir étendre tout ce qu'on a vu en régime continu, on va non plus manipuler des courants et des tensions constantes réelles, on va manipuler des courants, des tensions qui sont des constantes complexes. Alors, le point de départ, c'est quand même les signaux réels. Donc, pour en arriver à la formulation complexe, pour comprendre pourquoi on utilise des complexes pour étudier des signaux qui sont réels, il faut revenir aux sinusoïdes. Donc, la particularité des sinusoïdes, en fait, c'est des fonctions mathématiques qui sont étroitement liées
aux exponentielles. Quand vous dérivez une exponentielle, ça donne une exponentielle. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. C'est mathématiquement une fonction qui est conçue pour être égale à sa dérivée. Et en fait, les sinusoïdes sont quand même assez proches. Quand vous dérivez une sinusoïde, vous allez trouver une sinusoïde. À un détail près, c'est qu'elle est déphasée par rapport à la première. Donc en fait, le lien qui existe entre sinusoïde et exponentielle, c'est dans le domaine complexe qu'on le trouve. Vous connaissez normalement les formules d'Euler. Donc cosinus donc Jx et sinus x, c'est exponentielle Jx moins exponentielle moins Jx sur 2J. Oui. Donc voilà. Donc l'intérêt de cet outil, c'est que ça va permettre de simplifier l'étude des sinusoïdes. En fait, la complication quand vous êtes dans le domaine réel, c'est que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus, et ainsi de suite. Donc on alterne cos, sin, et avec des signes alternés. Donc c'est une complication mathématique qui n'apparaît plus quand on dérive des exponentielles complexes. En fait, quand vous allez dériver exponentielle j oméga t, ça va vous donner j oméga fois exponentielle j oméga t. Et donc en fait, dériver une exponentielle complexe, ça revient mathématiquement à multiplier par j oméga. Donc l'intérêt, il est là, hein, c'est vraiment de se ramener à une opération mathématique qui est toujours la même. Quand vous dérivez, vous multipliez par j oméga, et quand vous faites une intégrale, vous divisez par j oméga. Alors, qu'est-ce qui fait le lien quand même derrière? C'est que tout se passe comme si, quand vous faites le calcul, vous allez, en fait, il faut voir une exponentielle de type exponentielle j oméga t comme une aiguille dont l'origine, c'est l'origine du repère, et la flèche qui tourne à vitesse constante. Et ce vecteur tournant, si jamais vous en faites la projection sur l'axe des abscisses, donc, bon, avec le micro c'est pas pratique, mais bon. Donc, c'est l'aiguille d'une montre. Vous en faites la projection, vous allez avoir, si c'est exponentielle j oméga t, la projection sera cosinus oméga t sur l'axe des abscisses. Si vous vous placez à un instant delta t plus tard, le vecteur a tourné. Donc là, vous avez exponentielle j de oméga t plus delta t. Et donc, vous allez trouver une autre projection, cosinus de oméga t plus delta t. Donc, l'extrémité de la projection, une fois que vous l'avez, instant par instant, vous pouvez représenter le signal à chaque instant. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? Tout simplement un cosinus oméga t. Bon. Ça peut sembler évident de le dire comme ça, mais tout se passe comme si, quand vous étudiez un circuit électrique avec des exponentielles complexes, vous vous placez dans un domaine mathématique qui est plus vaste que les simples signaux réels, mais qui simplifie les calculs. Dériver, c'est multiplier par j oméga. Intégrer, c'est diviser par j oméga. Et une fois que vous avez fait des calculs abstraits, entre guillemets,
vous avez une tension qui est bien définie, vous l'associez à une tension complexe qui va correspondre. Donc une tension en cosinus oméga t, vous lui associez une tension en exponentielle j oméga t. Vous faites des calculs avec les courants, les tensions dans le circuit. Vous allez trouver par exemple un courant qui est lié à la tension de base que vous aviez définie, qui est de la forme une exponentielle j oméga t plus un déphasage. Et bien, quand vous allez en prendre la partie réelle de ce signal abstrait, ça va correspondre exactement au signal réel concret. Donc on s'est placé dans un domaine abstrait qui peut sembler en apparence plus compliqué, mais qui en fait simplifie les calculs. Et ensuite, il suffit de faire le chemin en sens inverse, repartir du domaine abstrait vers le domaine concret, et on a contourné les difficultés de calcul. Alors, concrètement, donc ça c'est ce que j'ai dessiné au tableau, donc le vecteur tournant, et puis à chaque instant, en fait, on reconstitue une sinusoïde, et c'est ça qui fait le lien entre un signal complexe et le signal réel associé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer que, quel que soit le dipôle que l'on va étudier, on a toujours une expression de tension courant qui est U égale quelque chose fois I. C'est une proportionnalité entre courant et tension, quel que soit le dipôle, résistance, inductance ou condensateur. Alors il est évident que pour une résistance, si vous avez une tension qui est une sinusoïde, bah, le courant sera une sinusoïde en phase avec la sinusoïde tension, et donc vous allez obtenir un U de t qui, en complexe, qui est de la forme une amplitude fois exponentielle j oméga t, et le courant aura son amplitude aussi, mais sera aussi de la forme exponentielle j oméga t. Aucun déphasage entre courant et tension. Et donc il y a bien évidemment proportionnalité avec un coefficient réel entre courant et tension. Pas de déphasage, ça veut dire un coefficient de proportionnalité réel. Par contre, quand vous allez avoir une inductance ou un condensateur, le fait d'avoir V égale LDI sur dt pour une bobine, si les deux grandeurs tension et courant sont deux sinusoïdes déphasées de 90 degrés, dans le domaine complexe, ça correspond à une multiplication par exponentielle Jπ sur 2. Un déphasage de pi sur 2. Et exponentielle Jπ sur 2, c'est J. Donc en fait, le coefficient de proportionnalité qui va apparaître fait apparaître J. C'est un imaginaire pur. Donc voilà le cadre. On se donne une tension complexe qui est V crête fois exponentielle j oméga t plus une certaine phase. Alors, pour simplifier la vie, en règle générale, on se donne une phase nulle. On se donne une tension qui est de référence, donc exponentielle j oméga t. Mais en fait, on peut lui donner n'importe quelle phase constante en plus. Et le courant, il va avoir une forme analogue. Une amplitude, I crête, exponentielle j oméga t plus phi i. Phi i étant a priori différent de phi v. Le point important à retenir quand on est en régime permanent sinusoïdal, c'est que pour que ça marche, il faut que toutes les sources soient de même fréquence. Et une fois qu'on a satisfait cette condition, en fait, toutes les grandeurs dans un circuit alimenté à 50 Hz, en sinusoïdal, typiquement, seront des sinusoïdes à 50 Hz. Et ce qui comptera, en fait, dans l'étude, c'est d'évaluer leur amplitude et leur déphasage les unes par rapport aux autres, en fait. On n'a pas... la notion de phase absolue n'a aucun sens, en fait. Ce qui compte, c'est d'être capable de se dire, cette grandeur, je la prends comme référence, et je m'intéresse au déphasage de telle ou telle grandeur par rapport à cette grandeur de référence. Donc le choix d'une référence, c'est purement arbitraire. Et typiquement, quand vous avez une sinusoïde, vous pouvez prendre un cosinus comme référence, mais vous pouvez prendre un sinus comme référence.
prendre le maximum de la grandeur comme instant t égale 0, ou le passage par 0 comme t égale à 0, c'est un choix. Et un choix qui n'est pas plus justifié dans un cas que dans l'autre. Le régime permanent sinusoïdal, ça veut dire que les sinusoïdes existent depuis un temps infini et continuent une éternité. Donc se placer à t égale à 0, le milieu de l'éternité, ça n'a pas de sens. Ah, ça a coupé quand même. Donc, dans le cas de la bobine, V égale LDI sur DT. Et ben dans le cas, quand on passe dans le domaine complexe, donc si on note I, donc V égale LDI sur DT, mais avec I et V qui sont des complexes, ben si je reprends I sous cette forme-là, ce que je vais avoir, c'est V égale, donc quand je dérive, le i crête c'est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale, le L, et donc, alors je vais écrire tout dans l'ordre, L, i crête, la dérivée d'exponentielle j oméga t plus phi par rapport au temps, je sors le j oméga. Exponentielle at, la dérivée c'est a, exponentielle at. A peut être un coefficient réel ou un coefficient complexe, ça change rien. Et donc après, ça nécessite juste un réarrangement. Le terme j oméga qui est là, je vais l'associer avec le L, donc je le mets à part. Et qu'est-ce que j'ai? I crête exponentielle j oméga t plus phi i. En fait, je retrouve I. Donc je retrouve très clairement une tension qui est proportionnelle au courant, le coefficient de proportionnalité étant un imaginaire pur, JL oméga. Et donc c'est ce qui est écrit directement ici. Donc ça peut sembler être une loi d'Ohm. V égale quelque chose fois I. Alors pour lui donner un nom différent de la résistance, vu qu'on est dans un domaine plus large que les simples résistances, c'est une bobine, ce JL oméga, on va l'appeler Z, et ça, on appelle ça une impédance. Alors pour être complètement sûr de notre coup, on va voir ce qui se passe pour le condensateur. Mais le principe est le même. I égale C dV sur dt, en réel. Si je remplace V par sa forme complexe, et I par son expression complexe, donc j'ai un I complexe égale à C dV complexe sur dt, le V complexe ayant la forme V crête exponentielle j oméga t plus phi v, je déroule le même calcul, je vais trouver un I complexe égale JC oméga V complexe. C'est exactement le même principe. On sort le J oméga, on retrouve le V crête exponentielle j oméga t plus phi v, ça c'est V complexe. Et donc j'ai bien une expression I égale quelque chose fois V. Et donc là c'est pareil, on est tenté de dire que le coefficient de proportionnalité entre I et V, alors c'est pas R, c'est 1 sur R. Chose qu'on avait noté G dans le cas avec des résistances. On avait appelé ça conductance. Là,
Dans le domaine complexe, on appelle ça Y, et on l'appelle, enfin on note Y, et on appelle ça une admittance. Donc l'équivalent de la résistance dans le domaine complexe, on appelle ça une impédance, et l'inverse d'une impédance, on appelle ça une admittance. Donc de manière générale, quels que soient les composants, résistance, inductance, condensateur, on se retrouve avec une loi d'Ohm généralisée. V égale ZI. Alors c'est bon, dit comme ça a l'air tout bête, mais ça a des conséquences assez importantes. On peut faire les mêmes calculs avec des résistances, des inductances, des condensateurs dans le cas du régime permanent sinusoïdal que ce qu'on avait fait dans le cas continu avec des résistances seulement. Alors si vous vous rappelez bien, les lois de base en régime continu, c'était la loi d'Ohm plus la loi des mailles plus la loi des nœuds. La loi des mailles reste valable, qu'on soit en complexe ou en réel. On écrit la loi des mailles V1 plus V2 plus V3 plus etc. égale à 0. Quand je suis en régime sinusoïdal, ça reste vrai. Pas de raison. La somme des tensions est nulle dans une maille. Et si j'ai envie de passer en complexe, je mets juste des traits en dessous. Mathématiquement, il n'y a rien qui m'interdit de dire la somme est nulle en réel, elle est nulle en complexe. Donc en fait, la loi des mailles reste vraie dans le domaine complexe. Et la loi des nœuds, c'est pareil. Somme des courants qui rentrent dans un nœud égale à 0. C'est vrai en réel constant. C'est vrai en réel variable. Pour écrire les équadifs, de toute façon, on s'est basé sur la loi des mailles et la loi des nœuds. On ne les a pas remises en cause. Et donc, c'est vrai en complexe. Donc, la somme des courants complexes qui rentrent dans un nœud est égale à 0. Et dès lors que ces trois lois sont toujours vraies, loi des mailles, loi des nœuds, loi d'Ohm, tout ce qui en découle reste valable. Donc, théorème de superposition, toujours vrai. Modèle de Thevenin, modèle de Norton, association, série, parallèle, pont diviseur de tension, pont diviseur de courant, théorème de Millman, tout ça, ça reste vrai en régime permanent sinusoïdal. Il suffit juste de remplacer les R par des Z et les G par des Y. Des 1 sur Z. Donc c'est quand même assez pratique. Alors le Z, très clairement, pour la résistance, c'est un réel, et pour inductance et condensateur, c'est des imaginaires purs. Bien évidemment, quand vous allez faire des associations de série résistance condensateur ou résistance bobine, vous allez avoir une impédance qui peut avoir une partie réelle, une partie imaginaire. On peut avoir les deux en même temps. Donc Z, c'est un nombre complexe avec une partie réelle, une partie imaginaire, de manière générale. Donc un peu de vocabulaire. Quand on les met sous forme cartésienne, un nombre complexe, on a deux façons de les représenter commodes. C'est partie réelle plus J fois partie imaginaire. La notation sous cette forme-là, pour une impédance, la partie réelle, c'est la note R, c'est une résistance. Et la partie imaginaire, dans la littérature, on la note X. Et on lui donne un nom. C'est ce qu'on appelle une réactance. Alors, pourquoi réactance? Ça, on le verra à la fin du cours. Les inductances et les condensateurs, c'est ce qu'on appelle des composants réactifs. Et c'est en lien avec les notions de puissance. En régime permanent sinusoïdal, on fait apparaître des puissances dites actives, la vraie puissance qu'on va dissiper dans une charge de type RL typiquement. C'est ce qu'on appelle une puissance active en watts. Et par commodité de calcul, on fait apparaître des puissances dites réactives, des puissances fictives dans les inductances et les condensateurs.
Et donc pour bien noter que ce n'est pas des watts, parce qu'en termes de dimension, les puissances, c'est pas des watts, c'est puissance réactive, on les note en var, volt, ampère, réactif. Donc ça viendra à la fin du cours. J'en reparlerai à ce moment-là. Donc le terme réactance vient de là, du terme puissance réactive. Autre manière d'écrire des nombres complexes, naturellement, on est souvent amené à les écrire sous forme polaire. Donc ça simplifie les calculs assez souvent. Hein. Quand vous faites des additions de nombres complexes, la forme cartésienne est la plus commode, mais quand vous faites des multiplications ou des divisions, là c'est la forme polaire qui est la plus commode. Parce que les arguments s'ajoutent ou se soustraient quand on fait des multiplications ou des divisions. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les calculs en complexe, je vous conseille de réviser vos cours de lycée, parce que il n'y a rien de très compliqué dans ce qu'on fera comme calcul dans le cadre de PS94, mais faut être à l'aise avec ça. Alors il y a des passerelles entre écriture cartésienne et écriture polaire. Donc la partie réelle d'un nombre complexe, c'est z, donc le module, fois cosinus de l'argument, donc z cos phi. La partie imaginaire, c'est z sinus phi, hein, c'est le côté opposé. La partie réelle, c'est le côté adjacent. Donc c'est les formules de trigonométrie élémentaire. Le lien entre partie réelle, partie imaginaire et module, c'est le théorème de Pythagore. Hein, donc z égale racine carrée de r carré plus x carré. Et l'argument, c'est l'arc tangent de côté opposé sur côté adjacent. Donc arc tangent de la réactance sur la résistance. À un détail près. Donc ça, il faut faire attention. Là, il y a une petite étoile, uniquement si R est positif. Donc ça, c'est tout bête à faire, mais il faut le vérifier systématiquement quand vous faites des calculs d'arguments. Vérifiez que la partie réelle de votre nombre complexe est positive. Ça coûte rien de faire un petit dessin, mais le domaine de définition de la fonction arctangente, c'est la partie du plan complexe, donc la partie réelle, là la partie imaginaire, la partie assurée, c'est le domaine de définition de la fonction arctangente. Si vous avez un nombre complexe avec une partie réelle positive, donc partie imaginaire sur partie réelle sera, donc quand vous faites arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, ça vous donnera le bon argument. Si par contre vous avez un nombre complexe qui est là, alors pour une impédance, pour une simple impédance, c'est rare d'avoir une partie imaginaire négative. Mais vous serez amené à faire des calculs de ratio entre deux tensions ou ratio entre deux courants dans un circuit électrique. Là, c'est plus une impédance et potentiellement, vous pouvez avoir un nombre complexe avec une partie réelle négative. Et si vous faites arctangente de cette partie imaginaire sur cette partie réelle, ça vous donnera le ratio d'un nombre positif sur un nombre négatif, vous donnera aucune différence entre le même nombre complexe, enfin en opposé. Si vous avez une partie imaginaire négative qui a exactement la même valeur que ça, et une partie réelle positive qui est exactement égale en valeur absolue à la valeur qui se trouve ici, le ratio a le même signe, a la même valeur, et vous trouverez la même arctangente. Donc en fait, la fonction arctangente ne pourra vous donner que cet angle-là. Et le bon angle, il faut tout simplement rajouter plus pi ou moins pi. Donc de manière systématique, quand vous avez un nombre complexe et qu'on vous demande l'argument, faites un petit dessin,
calculer les valeurs numériques, hein, concrètement, de partie réelle, partie imaginaire. Et puis, si jamais il est du bon côté du plan, vous appliquez la fonction arctangente sans vous poser de questions. Si vous le trouvez de ce côté-là, vous faites la fonction arctangente, mais vous ajoutez pi. Vous soustrayez pi et vous aurez le bon résultat. Donc c'est quelque chose qui s'automatise très bien. Si vous aviez droit à une TI 92 en examen, vous n'auriez pas besoin de vous poser la question. Il y a les outils de manipulation de nombres complexes dans les calculatrices un peu sophistiquées. Il y a par exemple la fonction angle. Donc ce n'est pas la fonction arctangente, vous faites la fonction angle d'un nombre complexe, ça vous donne l'argument. Alors derrière, la fonction calcule l'arctangente et elle fait juste un test sur le signe de la partie réelle. Elle fait ce test à votre place et elle vous rajoute le plus pi si nécessaire ou pas. Là, vous aurez droit qu'à des calculatrices collège, donc c'est à vous de faire le test. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Face d'un nombre complexe, la définition de la fonction arctangente se limite à l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2, donc ce secteur du plan. Et par conséquent, la formule donnée n'est valable que pour R positif. Donc il faut rajouter plus ou moins pi pour obtenir la phase correcte. Alors, tous les calculs menés en régime continu sont applicables avec les impédances. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi d'Ohm, on vient de montrer qu'elle se généralise très bien pour les 3 types de composants qu'on a vus. Et puis comme les lois de Kirchhoff, la loi des mailles, la loi des nœuds restent valables, tout ce qui en découle reste valable. Donc association série parallèle, l'impédance équivalente d'une association en série d'impédances, c'est la somme des impédances. L'admittance, donc l'inverse de l'impédance d'une association parallèle, c'est la somme des admittances des différentes branches. Pont diviseur de tension et de courant, pour la formule du pont diviseur de tension, c'est les impédances qui apparaissent. Pour la formule du pont diviseur de courant, c'est les admittances qui apparaissent, mais ça a la même forme qu'avec les résistances en continu. Le théorème de superposition, là très clairement, ça c'est lié essentiellement au fait que le circuit est linéaire. En fait, résistance, inductance et condensateur, ce sont des composants linéaires. Donc le théorème de superposition n'imposant que la linéarité comme hypothèse de base, il est bien évident que ce théorème s'applique. Et donc, si vous avez plusieurs sources, qui par contre doivent être à la même fréquence, s'il y avait des fréquences différentes, on pourrait faire un petit raisonnement pour quand même s'en sortir, mais dans le cadre de PS94, on fera l'hypothèse que s'il y a plusieurs sources, elles sont à la même fréquence. Il suffit de calculer la contribution d'une source en éteignant les autres, puis une autre, sachant que éteindre une source, ça reste toujours la même chose. On remplace une source de tension par un fil, une source de courant par un circuit ouvert. Donc c'est exactement les mêmes règles. Théorème de Thevenin, théorème de Norton, c'est pareil. On va identifier une source particulière comme étant une source de tension en série avec une impédance. Donc on va avoir un ETH et un ZTH. Alors complexes tous les deux. Le ETH est complexe parce qu'il peut être déphasé par rapport à la source interne du générateur lui-même. Ça complique un peu la tâche, mais le principe est exactement le même. Et le ZTH, c'est l'impédance du dipôle quand toutes les sources internes sont éteintes. Et les liens entre source de Thevenin et source de Norton sont toujours valables. Quand vous avez la source de Thevenin, la source de Norton s'en déduit tout naturellement. Le courant de Norton, c'est le courant de court-circuit du dipôle, et le Z de Norton, c'est la même chose que le Z de Thevenin. Et dernière chose, le théorème de Millman, vu qu'il découle de la loi des nœuds,
il s'applique tel quel. Il y a juste à remplacer les sources de tension par des sources de tension complexes et les résistances par les impédances. Alors, encore un peu de vocabulaire concernant l'inverse des impédances. Donc, je vous ai dit, quand on a une association parallèle, c'est pour les résistances, c'était les conductances qui s'ajoutaient. Pour les impédances, c'est les inverses des impédances qui s'ajoutent. Donc, je vous ai dit que ça s'appelait des admittances. Et là encore, ça peut s'écrire sous forme cartésienne. Alors, il est naturel que la partie réelle, ça s'appelle une conductance. G. Bon, ça c'est logique. Y, c'est 1 réel plus J fois un non complexe. Et ce non complexe, alors le terme plus rare, mais on l'utilise moins, ça s'appelle une susceptance. Et autre petit détail que je n'ai pas évoqué pour l'impédance, bien évidemment, partie réelle et partie imaginaire d'une grandeur donnée ont la même dimension. Donc la partie réelle et la partie imaginaire d'une impédance, c'est en ohms. La réactance, c'est des ohms au même titre que la résistance. Et la partie réelle et la partie imaginaire d'une admittance, c'est des siemens. Alors, un détail, alors, suivant les affinités des gens pour les calculs avec les complexes ou la géométrie, en fait, il faut savoir que tout ce que je viens de raconter avec les nombres complexes, c'est enseigné bien avant le bac à des gens qui ne connaissent pas les nombres complexes. L'étude de calcul, enfin l'étude des calculs sur des circuits électriques en régime sinusoïdal, il est clair que des gens qui suivent des formations en électricité, du niveau CAP par exemple, alors ça a évolué hein, bien évidemment, mais les gens savaient faire des calculs sur des circuits électriques industriels en n'ayant pas connaissance des nombres complexes. Ça se fait en fait très facilement avec des constructions géométriques. Donc à la règle, au compas, rapporteur, enfin ce genre de choses, vous pouvez faire des constructions géométriques. Ça s'appelle des diagrammes de Fresnel. Donc en fait, à chaque grandeur réelle, on associe un vecteur tournant. Mais le point important, quand j'ai dit vecteur tournant, j'ai dit surtout que toutes les grandeurs sont à la même fréquence. Alors, si si vous aviez un GIF animé ou enfin une animation quelconque des grandeurs, tension, courant dans un circuit électrique, donc vous voyez des flèches qui tournent, soit vous faites une photo à un instant donné de la position angulaire de chacun des vecteurs, tension, courant, de votre circuit électrique. Et donc, vous pouvez dire, ça c'est un diagramme de Fresnel, à un instant donné des vecteurs, tension, courant d'un circuit. Ben, en fait, une autre façon de voir les diagrammes de Fresnel, c'est de se dire, on se place dans un repère tournant à la même vitesse que les grandeurs électriques de notre circuit. Et vu qu'on tourne à la même vitesse, on va les voir fixes. Alors, ça peut sembler tout bête hein, de dire ça. C'est à la base de pas mal d'outils qu'on utilise en électrotechnique pour tout ce qui est commande de machines électriques. Donc là, ça va nettement au-delà de PES94. C'est des choses qui sont vues en branche, typiquement en électrotechnique, pour faire de la commande de machines synchrones ou asynchrones qui servent très couramment dans l'industrie. La plupart des machines électriques qui servent à entraîner des machines-outils ou des convoyeurs dans des chaînes de production, ou enfin, toutes sortes de choses dans l'industrie, des ventilateurs, c'est des machines asynchrones.
Souvent, on utilise des variateurs de vitesse pour faire tourner les machines électriques à vitesse variable. Voire même fixe, mais juste pour l'aspect démarrage du moteur. Donc, première chose. Deuxième chose, en traction ferroviaire. Donc il faut savoir que la plupart des trains à l'heure actuelle utilisent des moteurs soit type asynchrone, soit synchrone, et avec de l'électronique pour alimenter ces moteurs. C'est pas couplé directement sur le réseau électrique, hein, il y a vraiment de l'électronique de puissance qui sert à alimenter les machines. Donc c'est des transistors qu'on ouvre et qu'on ferme. Et les variateurs de vitesse se basent sur des analyses des courants et des tensions dans des repères tournants pour faire de la commande de machines de manière très performante. Et le point de départ, c'est de se dire, j'observe les grandeurs en tournant à la même vitesse qu'elles. Donc ça a de grands avantages quand on fait du contrôle. Donc je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais c'est vraiment l'idée de base. Donc le diagramme de Fresnel, c'est ça. Je me place à la même vitesse que les grandeurs tournantes, et donc je les vois fixes, et je les représente dans un plan, et c'est valable à chaque instant. Et ce qui compte, c'est pas tellement leur vitesse de rotation, vu que je sais qu'elles tournent toutes à une certaine vitesse que je connais. L'important, c'est de savoir que tel courant est en retard de quelques degrés sur telle tension ou en avance, et ainsi de suite. Alors, une chose aussi importante à retenir, c'est l'idée de causalité. Sur les grandeurs, en règle générale, quand vous alimentez une charge RL, vous appliquez une tension et vous allez observer le courant qu'absorbe cette charge. Bon, et vous apercevez que le courant est en retard de, mettons, 45 degrés par rapport à la tension. Ça peut sembler logique que la cause précède la conséquence. Alors le fait est que si vous avez des charges avec des condensateurs, on aura l'occasion de voir ça au travers des cours TD, du cours et surtout des TD, que le courant peut être en avance sur la tension. Alors ça peut être bizarre. La conséquence précède la cause. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est en régime permanent. Sinusoïdal, mais c'est surtout régime permanent. Donc dire qu'on est 45 degrés en avance sur la cause, ça peut vouloir dire qu'on est à 360 degrés moins 45 en retard. Et c'est plutôt ça qui se passe. C'est comme si vous arrivez 10 minutes en retard à votre cours ou à votre TD, vous pouvez toujours dire que vous êtes quasiment une semaine en avance sur le TD d'après. Mais c'est vrai qu'en régime permanent sinusoïdal ou permanent non sinusoïdal, peu importe, mais sachant que les semestres ont une durée limitée, c'est pas vraiment du régime permanent. Donc c'est pas tout à fait valable. Vous ne pourrez pas dire à votre chargé de TD, non, je suis en avance, ça marche pas. Alors, ça va bientôt faire 1 heure, je vais peut-être faire une pause maintenant. Alors, pour éviter que ça diverge trop, par contre, pas plus de 10 minutes, puis comme ça j'essaierai de terminer, bon, peut-être même avant 21h30, hein. On va essayer de faire ça comme ça. Puis je vais couper l'enregistrement comme ça évitera que ça plante.